Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 30 mai. Salut à Dagdag, salut Inoshishi et merci pour ton 11e mois d'abonnement, ça fait super plaisir. Salut Eponine qui est dans le train. Oula, courage avec la connexion. Salut Quentin, salut Amandine. Il y a du monde pour un vendredi de pont. Comme hier c'était férié, je me suis dit, bah, ça se trouve aujourd'hui, il y avoir personne. Je vais parler du Senjakushu tout seul dans mon coin. Oh, et merci Eponine pour ton 12e mois de sub. Merci beaucoup. Non, moi, Amida, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Bah, grâce à vos subs, justement, eh bien, j'ai pu acheter le Senjakushu, la version PDF, parce que j'avais déjà la version papier. Et je me suis dit: «Oui, c'est sûr que j'aurais pu le faire comme je fais des fois avec la caméra du dessus», mais c'est vrai que en termes de lisibilité, c'est pas 100 optimal. Du coup, eh bien, grâce à vos subs, je me suis payé la version, PDF, voilà. La version Kindle, en fait. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour lire ensemble. 1 an que tu es sub, c'est beau et franchement, ouais, merci beaucoup, hein, pour le soutien, ça fait, super plaisir, quoi. Et Dagdeg qui dit c'est parce que je travaille en télétravail que je suis debout et que je peux participer. Ah bah nickel, merci beaucoup, merci beaucoup. Puis en plus c'est cool hein, parce que là aujourd'hui on attaque un texte qui est extrêmement important dans l'histoire de la Terre pure. C'est le fameux Senjakushu ou Senchakushu de Honen, traduit ici sous le titre Le guet vers la terre pure par le révérend Jérôme Ducor. Ce texte il est important. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait c'est vraiment le texte, on va dire, fondateur et des écoles même de la terre pure au Japon. C'est vraiment la base de la création des écoles de la terre pure au Japon. Ce texte, en fait, de Ronen hein, a été rédigé par ses disciples pour Ronen, avec validation de Ronen, mais on considère globalement que c'est un texte de Ronen. Tout a été revalidé derrière par Ronen à la demande de Kujo Kanezane, qui est l'équivalent du Premier ministre à l'époque. Kujo Kanezane, c'est un grand disciple de Ronen, ça fait très longtemps qu'il suivait ses enseignements, et il avait demandé à Ronen un texte pour pouvoir avoir par écrit eh bien, les enseignements oraux que lui donnait Ronen depuis assez longtemps. Vraiment une espèce de compendium, une espèce de résumé des enseignements de Ronen et de son école sous la forme écrite. Voilà. Mais Ronen, quand il a produit ce texte, il a fait une demande à Kujo Kanezane. Il lui a dit: Je t'écris ce texte no susai. Par contre, s'il te plaît, tu le caches dans un mur quand tu ne le lis pas. Je ne veux pas que les gens tombent sur ce texte. Si les gens, en particulier l'establishment bouddhiste de l'époque, tombent sur ce texte, je vais avoir des problèmes. Donc, s'il te plaît, ne le fais pas circuler. Il a tenu sa promesse, hein, il ne l'a pas fait circuler. En parallèle, hein, Ronen a quand même autorisé ses disciples principaux, dont Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, à copier le Senjakushu. Donc voilà, c'était vraiment aussi pour Ronen une façon de récompenser, de marquer ses disciples principaux. Les disciples principaux avaient le droit de copier pour eux le Senjakushu. Donc Shinran en a fait sa propre copie. Mais pareil, toujours hein, avec cette demande de ne pas le montrer à l'extérieur pendant que Ronen sera en vie. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que Ronen est mort, hein, quasiment dans la foulée, le texte a commencé à circuler autour. Et c'est là qu'effectivement, notamment Myoe, dont on a étudié des textes ensemble, hein, Myoe va mettre la main sur une copie du Senjakushu et il va en écrire non pas une, mais 2 réfutations, parce qu'il a estimé que la première, il n'était pas allé assez au bout. Et donc, il va essayer de dégommer le texte. Et donc, on aura l'occasion, au fur et à mesure hein, qu'on va lire ce Senjakushu, de voir les éléments un petit peu polémiques de ce texte-là, pourquoi il a fait scandale. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre de ce texte-là, qui, justement, va, d'une certaine façon, déjà aborder ces questions de polémique. En fait, ce qu'on va parler, on va discuter aujourd'hui de la partie l'enseignement. En réalité, hein, oh merci Dagdeg, toi aussi, oh là là là, incroyable. Quentin offre un abonnement de niveau 1 à la communauté. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Il a offert à Dagdeg. Ah oui, c'est Quentin qui l'a offert à Dagdeg. Merci beaucoup, Quentin. Ah, vraiment, c'est adorable. Merci beaucoup hein, de soutenir ce petit temple virtuel. Ça fait, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et en plus, on a un train de live de fou. Un train de live de nouveau record. On est à 93% du niveau 1. On va presque passer le niveau 2. Let's go, le train de la hype. Let's go, le train de la hype. J'ai quasiment jamais eu de train de la hype parce que je suis une trop petite chaîne. C'est le train de live en direction de la Terre pure. Alors j'espère, Eponyne, que ton... Ah, j'espère. Ouais, on va dire, ce serait bien que ton train n'aille pas en direction de la Terre pure spontanément, là, le train dans lequel t'es physiquement. J'espère surtout que tu vas arriver déjà à bon port, c'est un peu tôt pour la Terre pure, là.
C'était aléatoire, mais c'est tombé sur Dagdag, nickel, nickel. Eh ben écoute, merci, hein, on va voir le train de live qui tourne, ça fait plaisir. J'étais en train de chercher à m'abonner, ah nickel, nickel. Eh ben écoutez, incroyable, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on voyait ici l'enseignement, en réalité, en fait, ce premier chapitre, ce dont il va être question, c'est la justification de Ronen pour la création d'une nouvelle école. Et ça, quand il le fait, il faut voir que Ronen, en fait, écrit ce Senjakushu avant qu'il reçoive notamment des critiques assez fortes via ce qu'on appelle la pétition du Kofukuji. La pétition du Kofukuji, en fait, ce sont l'establishment bouddhiste mené par un moine qui s'appelle Jokei, qui ont envoyé une pétition à l'empereur pour faire exiler Ronen. Parce qu'ils sont en train de voir ce qui se passe avec Ronen. Ils n'ont pas la main encore sur le Senjakushu, il n'a pas encore été diffusé. Ronen est encore vivant, mais bon, les enseignements de Ronen, de bouche à oreille, commencent à circuler un peu autour. Ils arrivent aux oreilles de l'establishment bouddhiste, qui commence à dire il fait quoi là en fait il est en train de faire quoi, Ronen là? Et donc, ils vont produire une pétition. Voilà, une pétition. Et en fait, le premier article de cette pétition, je vais vous le lire parce que c'est important pour le chapitre qu'on va commencer à regarder aujourd'hui. Eh bien, le premier article de cette pétition, cette critique que Jokei et ses amis de l'establishment bouddhiste vont envoyer à l'empereur, c'est de dire Ronen, déjà, sa première erreur, c'est qu'il veut créer une nouvelle école bouddhiste. Et ça, c'est pas normal. Donc ça va être le premier point de la pétition et c'est justement le premier chapitre de ce Senjakushu. C'est pourquoi et comment Ronen justifie le fait qu'il est en train de créer une nouvelle école. En fait, il va essayer de justifier que ce n'est pas une nouvelle école. Qu'en fait, il a suffisamment de background derrière, il a suffisamment de soutien d'autres moines qui parlent déjà d'une certaine façon d'une école de la Terre pure pour dire non mais elle existait globalement déjà. Voilà. C'est ça. Et Ponine qui dit à l'époque Tendai, ils avaient déjà des mercenaires ou pas? Parce que bon, les moines guerriers Tendai, c'était pas des rigolos. C'est une bonne question. Oui, oui, normalement, ils en avaient déjà, oui. Ils devaient déjà avoir des mercenaires. Alors, je suis pas un spécialiste de l'histoire du Tendai. Je sais qu'à l'époque de Renyo, notamment, ils en avaient parce que Renyo, il s'est fait pourchasser un peu partout. Mais c'est déjà plus tard. C'est plutôt déjà 15e, 16e siècle. C'est une bonne question en vrai. Une bonne question. Alors, je vais déjà vous lire justement cette critique. Donc, rappel, donc ce que je disais, c'est que cette critique du Kofukuji, elle est arrivée après. Ronen, en fait, avait déjà écrit une réponse dans ce Senjakushu. Donc, ses disciples étaient déjà au courant, plus ou moins, de la réponse à apporter à ce type de critique. Mais voilà, les moines de cette pétition n'avaient pas encore eu accès au Senjakushu. Mais voilà, le premier point qu'ils critiquent, c'est cette histoire de création d'école par Ronen. Donc, voilà ce qu'ils disent globalement. Qu'est-ce qu'ils critiquent? L'article 1, c'est l'erreur de fonder une nouvelle secte. Depuis que le dharma du Bouddha est venu à l'Est, donc de l'Inde via la Chine jusqu'au Japon, il existe 8 sectes dans notre pays. Certaines furent transmises par des hommes saints venus de régions étrangères, donc des moines qui sont venus directement au Japon, d'autres par de grands prêtres de notre propre pays, qui sont partis à l'étranger pour en tirer des bienfaits, ce qui est typiquement le cas de Saicho et de Kukai, les fondateurs respectifs du Tendai et du Shingon. À cette époque, de pieux monarques promulguaient ces sectes par décret, et des sites miraculeux ainsi que des lieux réputés devinrent célèbres selon les circonstances. Typiquement, le mont Hiei ou le mont Koya, respectivement à nouveau pour le Tendai et le Shingon, mais aussi également Kamakura. Pas Kamakura, pardon, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis J'ai un trou de mémoire. Nara, je vais y arriver. Oula. Oula, le matin. Nara, typiquement, où pareil, il y a donc les sectes traditionnelles qui sont là-bas. Le Hosso et le Kegon sont à Nara. Voilà, des endroits qui sont du coup fameux. Mais nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un fondant une nouvelle secte, par lui-même du coup, ou ouvrant une autre voie depuis l'Antiquité moyenne. N'est-ce pas parce que la réponse du Bouddha aux besoins humains était suffisante et que le Dharma convenait à son époque? De manière générale, fonder une nouvelle secte exige de distinguer la superficialité ou la profondeur de sa voie doctrinale. Ça, c'est un point que Ronen va aborder, cette histoire de superficialité et de profondeur des voies doctrinales, il va l'aborder justement dans le chapitre 1. D'examiner avec soin ce qui est provisoire et ce qui est absolu dans la position sectaire, de se détourner du superficiel et de pénétrer dans le profond, de comprendre le provisoire tout en se réfugiant dans l'absolu. Ça va être typiquement vraiment un des points importants de Ronen dans ce Senjakushu. Ça va être justement de démontrer que d'une certaine façon, la voie la plus profonde à notre époque, c'est la voie de la terre pure, et à l'opposition de la voie des saints, qui du coup n'est plus accessible à son époque. On va avoir l'occasion d'en discuter. Mais vraiment, c'est exactement ce qu'il va faire du coup. Bien que les débats soient nombreux,
Pour déterminer ce qui est supérieur ou inférieur, antérieur ou postérieur, chacun trouve finalement une voie qu'il ne peut quitter, une méthode à laquelle il ne peut renoncer. En explorant ses propres limites, il trouve sa juste secte. Jusque-là, on est d'accord. Et Ronen, pour là-dessus, oui, il serait entièrement d'accord avec l'idée, hein. Pas de problème. C'est comme les courants divers, trouvant leur source dans la grande mer ou les multitudes rendant hommage à un seul individu. Je vois. Dinguerie, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est la folie. Dag offre 2 abonnements de niveau 1 à la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle offre un abonnement à Sophie. Elle offre un abonnement à ma femme. Merci. Merci, Dag. Et il offre un abonnement à Amandine. Mais écoutez, merci beaucoup, hein. Merci pour le soutien. Plus de PDF qu'on va pouvoir acheter grâce à ça. L'achetage de PDF sur la base des abonnements. Merci beaucoup, Dag. Merci beaucoup. Et donc, lorsqu'on désigne une secte à part, lorsqu'on dit secte comme une secte à part, ceux qui invoquent le nom du Bouddha pour renaître dans sa terre pure, on réduit alors tous les enseignements sacrés de notre époque à l'invocation du nom du seul Bouddha Amida, et prendre refuge dans les 3 trésors revient simplement à viser la renaissance dans la région de l'Ouest. Et là, on a une critique de Ronen, hein. Genku, c'est l'autre nom de Ronen, hein. Genku et Ronen, c'est des noms interchangeables. Là, tout le monde a plein de noms, c'est un peu le bazar. Genku est-il un patriarche assez grand pour transmettre la lumière de l'enseignement en tant que fondateur d'une secte dans ses derniers jours? Là, c'est vraiment la critique en disant Ronen, il a un peu le melon quand même. Le gars, il se permet de créer une secte. Attends, il sort d'où, hein? Il sort d'où? Pourtant, à nouveau, hein, Ronen, faut rappeler quand même qu'à son époque, il est réputé pour être un des plus grands érudits. C'est vraiment un moine très réputé. Mais de là à passer le cap et à fonder une nouvelle école, là, les autres moines, ils sont attends, il se prend pour qui là? Qu'est-ce qu'il vous fait là? Devons-nous le considérer comme le modèle des 1000 âges, à l'instar de Chiro de la secte Hosso de Kudara, ou de Tien Chen de la secte Ritsu de la grande dynastie Tang? Ou bien est-ce la gloire de 10 000 générations, comme le Shingon de Kobo, donc de Kukai, ou le Tendai de Dengyo, donc Saicho, du Mont Hiei? Genre, est-ce que vraiment Ronen, il a l'impression là, en faisant ça, et genre, il est en train de se mettre au même niveau que Kukai et Saicho? Genre les fondateurs du Shingon et du Tendai? Attends, mais oh là, oh là, Ronen, oh là. Même si quelqu'un a affirmé que son enseignement avait été transmis depuis l'Antiquité, et ne venait pas juste de commencer, qui irait rencontrer cet homme de sagesse pour recevoir ses instructions orales? Et ensuite, avec un certain degré de compréhension religieuse, partirait-il admonester et instruire? Même s'il s'agissait d'un homme de talent et de vertu, il conviendrait qu'il qu'il s'adresse à la cour et attende la permission impériale de prêcher. Il est tout à fait inapproprié de fonder une secte en privé. Donc vous voyez ici, hein, il y a un peu ces 2 critiques-là, hein. C'est la critique, enfin, il y a plusieurs critiques. Il y a la critique de dire, d'où il se permet de créer une nouvelle secte qui n'aurait pas été transmise bien, depuis les autres pays, hein, depuis l'Inde, la Chine, la Corée, etc., comme c'est le cas de toutes les autres sectes. De 2, en plus, il aurait l'outrecuidance de créer une secte en se croyant aussi bon que les moines de l'époque, hein, les grands moines comme Kukai, Saicho, etc. Ensuite, eh bien, ça sous-entendrait que déjà, il a réussi à déterminer ce qui était superficiel et profond dans les enseignements. Et enfin, il est en train de créer une secte sans même, je dis secte école, hein, prenez pas le secte au sens négatif du terme, hein, je dis secte, et là dans le texte ici c'est secte, pas dans le sens négatif, c'est juste un groupe d'enseignement spécifique. Ou alors, et en plus de ça, il le fait sans demander la permission de l'empereur. Alors que normalement, toutes les autres écoles, quand elles ont été établies donc par des moines, soit qui venaient de Chine ou de Corée, soit directement par des moines japonais qui revenaient de Chine avec les enseignements. Et ensuite, ça a été validé par l'empereur, ça a été validé par tout le monde. Là, il est en train de faire son petit truc dans son coin en scred, et donc ce n'est pas normal. Donc voilà, globalement, les critiques qui sont relatives à cette question de créer une nouvelle école. Et donc ce qu'on va commencer à regarder aujourd'hui, on va voir si on aura le temps d'aller au bout, c'est justement ce que Ronen propose comme réponse. À nouveau, hein, c'est une réponse qu'il a écrite avant en fait ces critiques-là, mais vous allez voir que bien d'une certaine façon, il répond à la plupart de ces points-là. Alors, je vais vous mettre ça, tac. Et Ponine qui disait Dag, t'as une famille à nourrir, ne dépense pas toute ta thune. Dag qui dit t'inquiète pas, Epo, je suis mauvais père de famille. Attention, dépensez pas tout votre argent, bien entendu. Mais voilà, ça c'est cool. Et puis Amandine, du coup, elle disait merci, donc nickel. Elle va avoir accès à quelques émoticônes en plus. Donc, l'enseignement. Passage où le maître en méditation Dao Cho définit la méthode de la voie des saints et la méthode de la terre pure pour abandonner la méthode de la voie des saints et adopter
proprement la méthode de la Terre pure. Donc Ronen, malin le Ronen, hein, il va commencer son explication par une citation d'un moine très important de la Terre pure chinoise qui s'appelle Dao Chou. Moine qui du coup fait partie de sa lignée de moines éminents, donc qui est un moine réputé. Donc comme ça, il se base en montrant déjà dès le début que ce qu'il va dire, eh bien, ce n'est pas ses propres paroles, c'est une interprétation de quelque chose qui provient déjà d'un moine chinois qui s'appelle Dao Chou. Donc vous voyez déjà qu'il commence déjà par ce petit move-là, hein, à répondre à la critique du il est en train de nous sortir une école de nulle part. Non, là, il va me dire, regardez, il y a déjà Dao Chou qui commence à parler de cette séparation, etc. Donc, en fait, c'est pas vraiment plus zoomé. Attendez, hop, ouais, c'est pareil. Alors, le recueil de bonheur plaisible de Dao Chou, au premier volume, dit ceci. Question. Les êtres dans leur ensemble ont tous la nature de Bouddha, et depuis de lointaines périodes cosmiques, ils ont dû rencontrer de nombreux Bouddhas. Pour quelles raisons tournent-ils donc encore maintenant dans le cycle des naissances et des morts, au lieu de sortir de cette maison enflammée? Vous voyez, ça c'est un classique, hein, des textes et des essais de l'époque, hein, des traités bouddhistes de l'époque. C'est des questions. L'auteur auto-pose une question, hein, il s'auto-pose une question à laquelle il va répondre derrière pour apporter un côté un peu didactique à son traité. Et donc réponse de Dao Chou. Selon les saintes écritures du grand véhicule, c'est bien parce qu'ils n'ont pas obtenu les deux lois excellentes qui rejettent les naissances et les morts. C'est pourquoi ils n'ont pas quitté cette maison enflammée. Quelles sont ces deux lois? La première est celle de la voie des saints. La seconde est celle de la naissance dans la terre pure. La voie des saints est difficile à réaliser en l'âge actuel de la décadence de la loi. Premièrement parce que nous sommes trop éloignés dans le temps du grand saint, Shakyamuni, et deuxièmement parce que son principe est profond et que notre compréhension est superficielle. Donc là, il met en avant, hein, c'est un point qui est toujours assez important chez Dao Chou, ce principe et ce concept dont on a discuté déjà plusieurs fois, hein, de la décadence de la loi bouddhiste, cette idée que plus on s'éloigne de l'âge du Bouddha Shakyamuni, du fondateur du bouddhisme, et bien plus la loi bouddhiste décline, ce qui fait que, eh bien, il est de plus en plus difficile de réaliser l'état de Bouddha par soi-même, que la voie des saints, du coup, qui se base sur les pratiques personnelles, eh bien, devient globalement irréalisable à l'époque à laquelle on se trouve, à l'époque de la décadence de la loi. C'est pourquoi le sutra du trésor de la lune du grand recueil dit « Dans l'âge de la décadence de ma loi, même si des myriades de myriades d'êtres la mettaient en pratique et cultivaient la voie, plus personne ne l'obtiendra. Notre époque est celle de la décadence de la loi. C'est l'âge mauvaise des cinq corruptions, et nous ne pouvons plus accéder qu'à la seule méthode de la terre pure. C'est pourquoi le grand sutra de vie infinie dit « Si les êtres, quand bien même ils auraient fait le mal durant toute leur vie, prononcent mon nom en une succession de dinembutsu au moment de mourir, et qu'ils ne naissaient pas dans ma terre pure, je ne prendrai pas le parfait éveil. » Donc ça, le premier point, hein, c'est globalement de dire, en fait, la voie des saints, donc la voie qui se base vraiment sur les pratiques personnelles, sur les enseignements autres que ceux de la terre pure, pour Dao Chou, en fait, c'est comme si cette voie, avec la décadence de la loi, eh bien, elle s'était fermée elle-même, comme si elle s'était écroulée sur elle-même, parce qu'en bien, en fait, on est trop loin de l'époque du Bouddha historique pour pouvoir réellement mettre en pratique ces enseignements-là. Donc la voie des saints, c'est vraiment comme si elle s'était écroulée sur elle-même, et la seule qui reste, d'une certaine façon, c'est la voie de la terre pure. Et notamment, hein, parce que dans le Grand Sutra de vie infinie, on l'avait vu la semaine dernière, vendredi dernier, dans le Grand Sutra de vie infinie, il y a effectivement une clause qui dit que ce sutra-là, et du coup ces pratiques associées, eh bien, resteront dans le monde plus longtemps, même à l'époque après la décadence de la loi, même à l'époque où les enseignements bouddhistes auront tous disparu, tous les autres auront disparu, eh bien celui-là restera encore plus longtemps. Ah, Dagdek qui dit ça devait être bien corrompu à l'époque le bouddhisme pour que ça semble si clair à tout le monde que c'était l'ère du déclin. Ouais, ouais, c'est un truc qu'on retrouve pas mal, hein, cette idée de dire, bah, en fait, regardez les moines et tout, ils font n'importe quoi. Alors c'est pas forcément vrai, hein, il y a beaucoup de moines encore qui continuent à pratiquer, mais il y a aussi en fait cette sensation que, bah, en fait, même les bons moines, même ceux qui pratiquent vraiment les bons moines, bah, en fait, ils n'arrivent plus à se libérer, ils n'arrivent pas à se libérer par eux-mêmes, en fait. Donc même ceux qui s'y mettent à fond, d'une certaine façon, ils n'arrivent pas au bout de la voie. Donc tu vois, ça fait réfléchir les moines qui sont autour en se disant, mais en fait, attends, lui, c'était genre vraiment un boss, il a consacré toute sa vie et en fait, il s'en sort pas, quoi. Il s'en sort pas. En outre, les êtres, pardon, dans leur ensemble ne s'évaluent pas du tout. Or, du point de vue du grand véhicule, plus personne n'a le cœur occupé par la marque réelle de l'incité véritable, qui est le vide de la vérité ultime. Donc, de toute façon, les êtres n'arrivent pas non plus à évaluer leur propre force et ils n'arrivent pas réellement à se tourner vers le grand véhicule. Et même en fait, dans la perspective du petit véhicule, sans distinction entre religieux et laïcs, plus personne n'a les qualifications pour cultiver la vue des vérités
et entrer dans le chemin sur la culture mentale jusqu'à l'état d'Anagamin ou d'Arat, en tranchant les 5 liens inférieurs et en écartant les 5 liens supérieurs. Donc en fait, même le petit véhicule, d'une certaine façon, ne serait plus accessible à ce moment-là déjà, à cette époque de la décadence de la loi. Enfin, même si des êtres obtenaient une rétribution dans le monde des hommes et des dieux, ils le devraient seulement à la pratique des 5 préceptes et des 10 bonnes actions. Cependant, ceux qui peuvent garder les préceptes sont extrêmement rares, car si nous devions discuter du mal produit par les êtres et des fautes qu'ils commettent, en quoi cela serait-il différent du vent, des tempêtes et de la pluie, des tornades? Donc, ouais, là, on rejoint un peu le point de Dagdag, hein. On sent que les préceptes, ça commençait déjà à être un peu compliqué. Il n'y a plus grand monde qui respecte vraiment les préceptes, les gens font n'importe quoi. C'est pourquoi la grande compassion des Bouddhas nous exhorte à nous tourner vers la terre pure. Si seulement les êtres unifient leurs pensées et pratiquent toujours le Nembutsu exclusivement et avec application, tous leurs obstacles s'effaceront par le fait même, et ils iront certainement naître dans la terre pure, même s'ils ont employé toute leur vie à commettre le mal. Pourquoi donc ne s'évaluent-ils pas et n'ont-ils pas la pensée de quitter le cycle des naissances et des morts, sous-entendu, hein, du coup, par la voie de la terre pure? Donc là, c'est vraiment l'entrée du Senjakushu de Ronen, hein. Ronen arrive directement en montrant voilà Daocho. Et Daocho, clairement, il nous dit il y a 2 voies. La voie des saints, la voie de la terre pure. Et la voie des saints, à l'époque de la décadence de la loi, elle s'est écroulée sur elle-même. Il ne reste donc plus que la voie de la terre pure. Vous voyez déjà que rien qu'en fait, par cette approche-là, Ronen est en train de répondre à une des critiques qui sera avancée plus tard dans la pétition du Kofukuji, qui est le fait de distinguer la profondeur des enseignements et évaluer voilà ce qui est le plus efficace, ce qui marche, etc. Là, vraiment, il le fait, et il le fait donc pas sur la base de ce qu'il dit lui-même en disant c'est moi, Ronen, qui dit ça, mais il dit regardez le moine vénérable chinois Dao Chou, c'est déjà ce qu'il était en train de dire. Donc je ne fais que me baser sur ce que nous explique ici Dao Chou. Ensuite, voilà le commentaire que va apporter Ronen à ce texte. Donc, les classifications selon les différentes écoles. Donc, vous voyez là, il va vraiment répondre aux problématiques de je suis en train de créer une nouvelle école, voilà pourquoi. Voici mon humble réflexion. Donc là, c'est Ronen qui parle, hein. Voici mon humble réflexion. Tout d'abord, les écoles divergent dans leur définition du nombre des enseignements. Ainsi, l'école de l'existence des caractéristiques, la Uso-Shu, qui est en fait la Ho-So-Shu, qui est l'école dont vient justement Jokei, le moine qui va écrire plus tard la pétition, enfin qui va être vraiment l'auteur principal de la pétition contre Ronen. Jokei, c'est un super pote à Myoe, hein. Myoe et Jokei, ils sont comme ça, hein. C'est des gros poteaux. C'est vraiment, ils sont très très amis. C'est 2 grands moines érudits de l'époque qui respectent les préceptes. Voilà, c'est vraiment des bons moines, quoi. Il fait partie de l'école Rosso, hein, justement. Définit 3 périodes d'enseignement pour classer les saintes écritures de toute la vie du Bouddha, à savoir les périodes de l'existence, de la vacuité et du milieu. Donc là, c'est 3 façons de comprendre les enseignements, hein. Globalement, le Theravada, les enseignements du Madhyamaka et ceux du Rosso. De même, l'école de l'inexistence des caractéristiques, Musoroshu, qui serait l'école Madhyamaka, définit les enseignements des 2 corbeilles pour classer les saintes écritures de toute sa vie, la corbeille des bodhisattvas et la corbeille des écritures. Donc là, hein, c'est l'école globalement qui correspond aux enseignements de Nagarjuna et qui va définir 2 classes d'enseignement, hein, tout simplement les auditeurs, c'est-à-dire la corbeille du Theravada et le Mahayana. Voilà, tout simplement. De même, l'école de l'ornementation fleurie, qui est Gonshu, hein, dont fait partie le sutra de l'entrée dans la dimension absolue qu'on avait étudié en partie ensemble, va définir 5 enseignements qui embrassent tous les enseignements du Bouddha, l'enseignement du petit véhicule, l'enseignement initial, l'enseignement final, l'enseignement abrupt et l'enseignement complet. De même, l'école du Lotus, donc l'école Tendai, fondée par Saicho, définit, au Japon, hein, définit 4 enseignements et 5 saveurs pour embrasser tous les enseignements du Bouddha. Les 4 enseignements sont les 3 corbeilles du petit véhicule, le commun, donc ce qui est commun au petit véhicule et au grand véhicule, le particulier qui est propre au grand véhicule et le complet. Et les 5 saveurs, on en avait discuté une fois dans un live il y a quelques temps, le lait, la crème, la caillebotte, le beurre et l'élixir, c'est-à-dire des enseignements qui sont de plus en plus raffinés pour aller jusque à l'élixir, qui est le sutra du lotus, avec la particularité un peu bizarre de la classification Tendai, que le lait correspond au sutra de l'ornementation fleurie, qui est vraiment comme, qui est d'une certaine façon le plus brut, comme un joyau brut, mais qui en fait est tellement brut que la plupart des gens ne sont pas capables d'y avoir accès. Donc ensuite,
eh bien, le Bouddha part vraiment pour l'affiner de plus en plus. La crème correspondant du coup au Theravada, la caillebotte, le beurre et ensuite l'élixir. Donc il y a vraiment cette idée il y a vraiment l'enseignement brut d'abord, et ensuite on fait un détour par des enseignements adaptés pour revenir jusqu'à l'élixir qui est le sutra du lotus. Et enfin, hein, du coup, de même, l'école Shingon définit deux enseignements pour les embrasser tous, les enseignements exotériques et les enseignements ésotériques. Dans le Shingon, c'est facile, il y a d'une part tous les enseignements, ce qu'on va appeler ésotériques, c'est-à-dire les enseignements qui sont visibles, d'une certaine façon, accessibles, hein. Typiquement le sutra du lotus, tous les sutras du Theravada, le sutra Vimalakirti, bref, tous les sutras classiques qu'on a habituellement. Et à côté, les sutras de la Terre pure notamment, hein, tout ça c'est de l'exotérique. Et à côté, on a l'ésotérique qui a son propre set de sutras, qui sont des sutras ésotériques, hein, notamment le Mahavairocana Sutra, le sutra de Mahavairocana, qui vont avoir des enseignements plus cachés, plus magiques, etc. etc. Donc le Shingon, hein, il dit voilà, il y a deux types d'enseignements, exotérique, ésotérique. Voilà. Donc vous voyez, ce qu'en fait Ronen est en train de montrer ici, c'est que chaque école, eh bien globalement, elle a sa tier list des enseignements, elle a sa classification des enseignements. Elle va avoir des tier lists plus ou moins compliquées. Certains ont des tier lists avec juste deux catégories, hein. Typiquement, on disait l'école du Madhyamaka avait deux catégories, le Theravada et le Mahayana. L'école Shingon a aussi deux catégories, l'exotérique et l'ésotérique. Il y en a d'autres qui ont des catégories plus stratifiées, typiquement le Tendai avec ses 5 catégories, ses 5 saveurs. Donc, voilà, il dit voilà, effectivement, chaque école arrive avec sa tier list ou sa façon de faire une tier list des enseignements. Pour aller, du coup, d'une certaine façon, du plus basique au plus profond. Ou en tout cas, grouper en disant ce set-là, c'est des enseignements basiques, ce set-là, c'est des enseignements profonds. Ce qui était d'ailleurs aussi une des critiques qu'on retrouvait dans la pétition, enfin qu'on va retrouver dans la pétition de Jockey, la pétition du Kofukuji. Et donc, Ronan y continue en disant ici, en ce qui nous concerne, selon le propos de Maître Daocho, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Daocho, l'école de la Terre pure, Jōdoshu, définit deux méthodes qui embrassent tout, à savoir la méthode de la voie des saints et la méthode de la Terre pure. Donc de la même façon que le Shingon avait une classification en deux éléments exotériques et ésotériques, et bien ici, la voie de la Terre pure, l'école de la Terre pure, aura également deux méthodes définies, deux façons de classifier les enseignements de la vie du Bouddha, les enseignements qu'on va appeler de la voie des saints et les enseignements de la Terre pure. C'est-à-dire les enseignements de la Terre pure sont tous les enseignements qui se basent sur les trois sutras et le traité de Vasubandhu. Ils vont définir une méthode pour renaître dans la Terre pure du Bouddha grâce au Nembutsu. Et ensuite, il y a tous les autres enseignements qui sont des enseignements de la voie des saints qui, du coup, d'après Daocho, ne sont plus vraiment accessibles à l'époque de Ronen. Donc voilà, là, Ronen dit, regardez, moi, là, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est les écoles ont toujours fait comme ça. Moi, je fais pareil. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a un précédent, c'est Daocho. La qualification d'école maintenant. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une école de la Terre pure? Or ça, la qualification d'école s'applique originellement aux 8 ou 9 écoles du Kegon, du Tendai, etc. Donc exactement ce que dit la pétition du Kofokuji, hein, dit voilà, depuis, je vous la remets ici, hein, depuis que le Dharma du Bouddha est venu à l'Est, il existe 8 sectes dans notre pays, donc qui ont été transmises depuis les différents pays, soit directement par des moines qui sont venus au Japon, soit par des moines japonais qui sont allés en Chine et qui sont revenus avec les enseignements. Donc, Ronen dit pareil, hein. Or ça, la qualification d'école s'applique originellement aux 8 ou 9 écoles du Kegon, du Tendai, etc. Mais on n'a encore jamais entendu parler, ou jamais entendu que la tradition de la terre pure ait été qualifiée d'école. Donc là, c'est une question rhétorique à nouveau, hein. Quelle est donc la preuve vous permettant de la qualifier maintenant d'école de la Terre pure? Donc Ronen utilise pareil, hein, ce procédé classique des traités, hein. Il s'auto-pose des questions, il anticipe les questions que ses adversaires pourraient lui poser pour ensuite aller y répondre. Donc il y a la question ici, hein, qui est exactement la question qu'il y a dans la pétition, c'est genre, mais comment vous permettez de créer une école? A priori, il n'y a pas de précédent à la question ou au nom d'une école de la Terre pure. Voilà. Attends, j'ai regardé un peu vos commentaires d'ailleurs, parce que je suis parti à fond là. Je suis concentré. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Evelyn qui disait pourtant doctrinalement le Kegon réfute le Rousseau, débat entre idéaliste phénoménaliste et idéaliste total, comme quoi c'est un débat de nerd qui intéresse que moi. Et le Chan Zen, comment il classe les enseignements? MDR classé pourquoi faire bande d'honneur, sortez de la bibliothèque à l'évéité, go touch class. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Tout à fait, tout à fait. C'est clair. C'est ça. Mais
Ah, après, c'est le bazar après, hein. Ces histoires de classification d'enseignement, c'est une dinguerie parce que forcément, en fait, c'est toujours la même histoire, c'est que chaque école va mettre en avant en disant: «Bah, voilà notre tier list» et ils mettent toujours au-dessus les enseignements qui sont relatifs à leur propre école. C'est le classique. Tous les autres sont des enseignements provisoires, et puis au-dessus, bien sûr, il y a nos enseignements à nous qui sont la base de le fondement de notre école, tout à fait, quoi, à chaque fois. Donc la réponse de Ronen à cette question du d'où tu as un précédent pour créer une école de la terre pure, c'est il n'y a pas qu'une seule preuve du nom école de la terre pure. Regardez, il y a des textes qui disent école de la terre pure. La voix du délassement du cœur dans Bonheur paisible de Wonyo, qui est donc un moine coréen très connu, dit le but de l'école de la terre pure, Jodoshu, s'adresse principalement aux êtres ordinaires et accessoirement aux saints. De plus, la définition essentielle de l'ouest de Tsien dit je me fonde sur cette seule école, Shu. Enfin, le traité de la terre pure de Kiakai, je ne sais pas comment on prononce son nom, dit cette école, Shu, en toute humilité, est le chemin essentiel. Voilà ses preuves, elles sont indubitables. Donc là, Onen, il dit regardez, il y a quand même des gens avant moi en Chine qui ont dit il y a une école de la terre pure. Ça existe. Il y a des traces textuelles du mot école de la terre pure. Donc allez pas dire que j'invente un truc qui n'existe pas. Ça existe. D'accord. D'accord. C'est pas moi qui crée. C'est pas moi qui crée, ça existe avant moi. La classification en deux méthodes. Ensuite, donc, il va parler justement de cette classification entre la voie des saints et la voie de la terre pure. Cependant, ce ne sont pas les enseignements définis par les diverses écoles qui constituent mon propos. M'appliquant plutôt à l'école de la terre pure, je montrerai brièvement les deux méthodes que sont donc la voie des saints et la méthode de la terre pure. Donc là, il veut montrer en disant voilà, moi là, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer également comment est-ce que nous, dans l'école de la terre pure, on classifie les enseignements, quelle est notre justification par rapport à ça, quel est le détail par rapport à ça, pour montrer qu'effectivement, c'est une classification qui serait aussi valable que des classifications comme celle du Tendai, du Shingon, du Rosso, etc., etc. La méthode de la voie des saints, elle se partage en le grand véhicule et le petit véhicule. Le grand véhicule, dans le grand véhicule se trouvent les différences entre l'exotérique et l'ésotérique, ainsi qu'entre le provisoire et le réel. Mais le recueil de Dao Cho n'aborde ici que le grand véhicule exotérique et le grand véhicule provisoire, ce qui correspond donc à l'enseignement graduel des pratiques de détour pendant des périodes cosmiques successives. Donc là, c'est les différentes pratiques qui permettent, au fur et à mesure, dans la pratique du Bodhisattva, de devenir un Bouddha sur plusieurs vies successives. Plusieurs périodes cosmiques successives, hein, je parle de plusieurs millions de milliards de vies. Cependant, nous considérerons par analogie que la méthode de la voie des saints inclut aussi l'enseignement abrupt du grand véhicule ésotérique et du grand véhicule réel. Ainsi, cette méthode embrasse le but des 8 traditions du Shingon, du Busshin, du Tendai, du Kegon, du Sannon, du Rosso, du Jilon, du Shorlon. Cela doit être su. Donc là, Ronen, il insiste en disant c'est sûr que Dao Cho, dans son texte, c'est pas ultra clair, mais effectivement, il parle plutôt des enseignements graduels. La voie des saints comme étant la voie des enseignements graduels. Mais il dit, Ronen, par analogie quand même, c'est extensible autant aux enseignements ésotériques du Shingon que effectivement aux enseignements plus abrupts. Pour lui, en fait, les 8 écoles telles qu'elles existent actuellement au Japon, eh bien, elles représentent toutes, sans exception, la voie des saints. Le petit véhicule, eh bien, c'est globalement la voie des auditeurs et des Bouddhas pour soi, expliquée dans les 3 corbeilles des sutras, de la discipline et des traités du petit véhicule. Elle consiste à trancher les passions en réalisant le principe pour l'obtenir le fruit en entrant dans la sainteté. Par analogie, nous considérerons que la méthode de la voie des saints inclut aussi les écoles du petit véhicule, comme le Kusha, le Jōjitsu et différents Ritsu, qui sont les écoles du coup basées vraiment sur les préceptes, les écoles qu'on appelle disciplinaires. Donc là, Ronen, il dit effectivement, la voie des saints, hein, ça inclut également le Theravada. Donc concrètement, ça inclut tout le Mahayana plus le Theravada. De manière générale, et sans plus distinguer entre grand véhicule et petit véhicule, le principe de la méthode de la voie des saints consiste en ceci cultiver la voie des 4 véhicules et obtenir leurs fruits au sein même de notre univers Saha. Donc on cultive et on réussit à atteindre le fruit dans notre monde. Les 4 véhicules désignent les 3 véhicules des auditeurs Bouddha par soi et Bodhisattva, auxquels s'ajoute le véhicule de Bouddha. Donc on va cultiver la voie par nous-mêmes et on va essayer d'atteindre effectivement la réalisation dans notre propre univers Saha, donc notre monde qui est caractérisé par la souffrance. Donc ça, c'est la voie des saints. Et à côté de ça, eh bien, il y a la méthode de la naissance dans la terre pure. Le canon des Écritures, cette méthode se divise en deux selon A,
les écritures qui montrent proprement la naissance de la terre pure, et B, les écritures qui montrent accessoirement la naissance de la terre pure. Donc là, Ronen, il commence un truc qui va développer aussi plus loin, hein, c'est justement cette tier list aussi des enseignements et des traités, en disant effectivement, on va, au sein même de l'école de la terre pure, eh bien, il y a pas mal de textes différents qui parlent de cette naissance dans la terre pure, mais il y a des textes qui vont montrer directement la naissance de la terre pure, et d'autres qui vont aborder le concept de terre pure de façon, on va dire, un peu plus indirecte. Ils vont en parler, mais ils vont pas forcément être centrés sur cette naissance dans la terre pure. Les écritures qui montrent proprement la naissance de la terre pure, elles consistent en 3 sutras et un traité. Les 3 sutras sont le sutra de vie infini, le sutra des contemplations de vie infinie, le sutra d'Amida, le traité, et le traité, c'est le traité sur la naissance de la terre pure de Vasubandhu. Les 3 sutras sont ainsi désignés sous le titre de sutra de la trilogie de la terre pure. Et d'ailleurs, en français, hein, la traduction qui a été faite par le révérend Héracle, qui était le maître du révérend du corps, eh bien, c'est justement hein, un livre, un petit livre de poche, qui contient les 3 sutras et le traité de Vasubandhu. Donc, c'est vraiment la base doctrinale que met en avant ici Ronen dans le Senjakushu. Donc, le grand sutra, le sutra des contemplations et le petit sutra d'Amida, et le traité de Vasubandhu. Donc, ces 4 éléments sont vraiment disponibles dans un seul livre en français, hein, qui est 3 sutras et un traité de la terre pure, traduit par le révérend Jean Héracle, qu'on avait fait en live. On n'a juste pas fait le traité de Vasubandhu, il faudra qu'on le fasse à l'occasion aussi, ça. On l'a pas fait. Question. Ce nom de sutra de la trilogie n'a-t-il pas de précédent? Donc le fait qu'on parle de trilogie de la terre pure, une trilogie de sutras, est-ce que ça a un précédent? Il ne devrait pas être attaqué là-dessus, en disant, en plus il crée un truc, en disant il groupe des sutras et il en fait un trio, quoi. Le nom de sutra de la trilogie a plusieurs précédents, que sont la trilogie du lotus, de l'école Tendai, avec le sutra des sens innombrables, le sutra du lotus, le sutra de la contemplation d'excellence universelle. La trilogie de Vairocana, de l'école Shingon, avec le sutra de Vairocana, le sutra de la protubérance crânienne de diamant, stylé, et le sutra de Susiddhi. La trilogie de la protection de l'État, de l'école Tendai, le sutra du lotus, sutra du souverain civil et le sutra de l'éclat adamantin, et la trilogie de Maitreya, de l'école Rosso, le sutra de la montée au paradis, le sutra de la descente et le sutra de la réalisation de l'état de Bouddha. Ici, il ne s'agit que de la trilogie, donc dans le cas de la terre pure, hein, de la trilogie d'Amida, intitulée donc Sutra de la trilogie de la terre pure. La trilogie d'Amida constitue le sutra de fondation principal de la terre pure. Donc là, il pose ses bases doctrinales en disant voilà, nous, notre texte, au même titre qu'il y a d'autres trilogies de textes qui fondent des écoles, eh bien nous, notre sutra ou notre trilogie de sutra, notre fondement doctrinal, eh bien c'est cette trilogie de la terre pure, avec donc le grand sutra, le petit sutra et le sutra des contemplations. Voilà, là on pose, c'est notre base doctrinale. Et en dehors de cette base doctrinale, qui est vraiment le fondement du coup de cette école que Ronen est en train de créer, hein, l'école de la terre pure, eh bien, il y a des écritures qui vont montrer accessoirement la naissance de la terre pure, c'est-à-dire qu'ils vont en parler, mais ce n'est pas leur propos principal, contrairement aux 3 sutras de la terre pure. D'une part, ce sont les sutras qui montrent accessoirement divers enseignements sur la naissance de la terre pure, comme l'ornementation fleurie, le lotus, la conformité aux aspirations ou le victorieux vénérable. Et d'autre part, ce sont les traités qui montrent accessoirement divers enseignements sur la naissance de la terre pure, comme le traité sur la production de la foi, le traité sur la nature de joyaux, le traité sur l'analyse des 10 stades de Nagarjuna ou la somme du grand véhicule. Donc voilà déjà cet élément important. Donc là, Ronen, hein, il classifie vraiment ces enseignements. Il sépare vraiment la voie des saints de la voie de la terre pure, et il explique au sein de la terre pure, effectivement, qu'il y a beaucoup de sutras qu'on parle, mais qu'il y a 3 sutras qui sont vraiment, et un traité qui sont vraiment centrés dessus, et qu'à côté de ça, il y a plusieurs autres sutras qui l'abordent de façon moins directe. Voilà. Donc lui, il va se baser bien sûr sur les sutras qu'il aborde de façon directe, pas ceux qui l'abordent de façon indirecte. Voilà. Je regarde un peu ce que vous m'avez écrit. Alors, dès qu'il disait ah bah quand les gens sont plus occupés à débattre qu'à pratiquer, c'est aussi ça le déclin. Oui, c'est une des caractéristiques du déclin, notamment, exactement. Ouais. L'école de la terre pure en Chine, c'est qu'elle a jamais eu de vraie structure, mais ça fait sa force parce que du coup, elle se greffait à toutes les autres écoles et donc pouvait perdurer, se répandre pour faire sa méthode la plus populaire en Chine. Oui, c'est pas de souci, il y a pas de souci. J'ai Eponine qui dit mon message précédent n'est pas très bien compris, mais je me suis levé à 5 heures du matin. Il y a pas de souci, y a pas de souci, c'était très clair. Oui, effectivement, c'est ça en fait, c'est que la différence quand même par rapport à Ronen, en tout cas, malgré ce que Ronen est en train d'expliquer ici, hein, Ronen, il est en train de structurer une école de la terre pure. Il est en train de créer quelque chose, vraiment avec une structure. Et effectivement, même si il est en train d'avancer le fait que le terme école de la terre pure,
qu'il y avait des moines qui pratiquaient vraiment dans cette voie d'une certaine façon, eh bien cette voie, à l'époque chinoise, à cette époque-là, n'avait pas de structure. Il n'y avait pas d'école clairement définie qui était une école de la terre pure. C'est juste des moines, en fait, qui allaient porter leur attention et leur pratique, focaliser leur attention et leur pratique sur les enseignements de la terre pure, sur la pratique du Nembutsu, et allaient mettre en avant ça, mais ils n'avaient pas créé réellement une école à part entière qui portait le nom de l'école de la terre pure. Voilà, malgré le fait qu'il y a quelques cas où le mot école de la terre pure arrive. Mais ça n'a jamais été quelque chose de structuré, contrairement à ce que Ronen est en train de faire avec le Senjakushu notamment, et à l'oral avec son groupe de disciples, il est en train de créer une école. C'est différent. Dagdag qui dit tes nuits ne ressemblent à rien, à la violence. Et Bonine qui dit le commentaire de Tanluan sur Vasubandhu est l'un de mes livres bouddhiques préférés, il est très puissant. Faudra qu'on le fasse en live aussi, celui-là. Ouais. Maître Ronen qui flexe sa connaissance des sutras. Bah Ronen, ouais, tu sens que c'est un mec, c'est un érudit. Hein. C'est pas un touriste qui crée quelque chose. Enfin, voilà. À nouveau, hein, il est réputé pour avoir lu le canon bouddhiste entier plusieurs fois. C'est un érudit. Ronen, c'est vraiment pas un touriste. Quoi. Tout le monde sait que c'est un érudit. Et c'est pour ça qu'en fait, il est d'autant plus dangereux d'une certaine façon pour les écoles plus traditionnelles de son époque. C'est que c'est pas un touriste qui est en train de créer quelque chose. C'est un mec qui a une réputation et qui est intelligent, qui est érudit, qui est en train de créer quelque chose. C'est beaucoup plus dangereux que un illuminé qui est en train de vouloir créer une école bouddhiste dans un coin de Kyoto, voilà, sans que personne le connaisse. Non, là, Ronen, c'est Ronen, quoi. C'est pas n'importe qui. Or, ça, dans ce recueil de Dao Cho cité en début de chapitre, le propos de la définition des deux méthodes de la voie des saints et de la terre pure vise à faire abandonner la voie des saints pour entrer dans la méthode de la terre pure. Le recueil en donne deux raisons. Premièrement, parce que nous sommes trop éloignés dans le temps du grand saint, donc la décadence de la loi. Hein. Deuxièmement, parce que son principe est profond et que notre compréhension est superficielle. Donc en fait, on n'est plus capable, en tant que Gugus normaux, d'aller au bout de la voie des saints, qui est en réalité une conséquence hein, justement de ce problème de la décadence de la loi. La décadence de la loi, non seulement s'accompagne d'une dégradation, en fait, ça s'accompagne notamment d'une dégradation des capacités des êtres. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu à l'époque. Donc, effectivement, on n'est plus capable réellement de pratiquer ces enseignements complexes de la voie des saints. Notre compréhension est superficielle. Mais Dao Cho ne fut pas le seul à définir deux méthodes au sein de cette école. Des maîtres comme justement Tan Luan, hein, dont parlait Ponine juste avant, Tian Tai, Xia Sai Kai, je ne sais pas prononcer le chinois, et Xian ont tous eu la même conception. Pour ce qui est justement de Tan Luan, son commentaire au traité sur la naissance de la terre pure, qui était justement en train de mentionner Ponine juste avant, hein, donc là Ronen va le citer, texte d'ailleurs, hein, le commentaire au traité de Vasubandhu écrit par Tan Luan, c'est un texte extrêmement important pour Shinran. Voilà, c'est un texte qui est vraiment, vraiment fondamental pour Shinran. Shinran le cite beaucoup, donc voilà, on aura l'occasion aussi de rediscuter si un jour, de tout ça, si un jour on lit en entier le Kyoyo Shinsho, si on arrive à l'avoir en français, ce sera intéressant justement de voir à quel point Shinran se base sur ce traité, enfin le commentaire au traité de Vasubandhu par Tan Luan. C'est un commentaire au traité. Donc, le commentaire au traité par Tan Luan explique. Considérons humblement l'analyse des 10 stades du Bodhisattva Nagarjuna. Alors là, intéressant, parce qu'en plus, ce passage vient de Tan Luan, qui est un maître réputé, mais qui en plus drop name, attention, il drop name Nagarjuna. C'est Tan Luan qui cite Nagarjuna, qui est quand même juste globalement, hein, on va dire, peut-être le moine le plus connu. Voilà, globalement, hein, c'est vraiment The Moine. C'est le fondateur de Madhyamaka, c'est un des quasiment en fait toutes les lignées bouddhistes se rattachent d'une façon ou d'une autre à Nagarjuna. Donc là, on a Tan Luan qui pose le nom de Nagarjuna et qui va citer un traité de Nagarjuna. Considérons humblement l'analyse des 10 stades du Bodhisattva Nagarjuna, où il est dit que le Bodhisattva a deux voies pour rechercher la Vivartanya, l'irréversible. La première est la voie du parcours difficile, la seconde est la voie du parcours facile. On reboucle sur cette idée de deux voies différentes. La voie du parcours difficile, Nangyo-do, consiste à rechercher l'irréversible au sein même de ce monde des 5 corruptions, à une époque où il n'y a plus de Bouddha, ce qui est difficile. Cette difficulté prend de multiples aspects, mais j'en mentionnerai que 5 pour en montrer le sens. Les voies extérieures, les voies non bouddhiques, troublent la loi des bodhisattvas par leurs actions bonnes en apparence.
on est embrouillé par toutes les autres religions autour. Les auditeurs du petit véhicule obstruent la grande compassion par leur intérêt personnel. Donc les gens du Theravada sont en train d'embrouiller les gens du Mahayana. Les hommes mauvais détruisent les mérites excellents d'autrui par leur absence de considération. En plus, les gens font n'importe quoi. Les fruits bons, mais entraînant méprise, annulent la pratique de la chasteté. En s'identifiant seulement au pouvoir personnel, Jiriki, on se prive du soutien du pouvoir autre, Taliki, des vœux du Bouddha. Donc on se base trop sur ses propres forces au lieu de se baser sur les forces du Bouddha. Semblables choses sont toutes sous nos yeux. Pour prendre une comparaison, c'est douloureux comme une marche pénible par voie de terre. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que cette voie, la voie des saints, du coup, cette, ce parcours difficile, hein, qui pour Ronen, bien sûr, s'identifie à la voie des saints, eh bien, avec toutes ces difficultés-là, est comparé à faire un long voyage en marchant sur Terre. On se fatigue, c'est galère, on n'avance pas bien. Et il va comparer ça à la voie du parcours facile, Igyo-Odo, consiste seulement, donc la voie du parcours facile, Igyo-Odo, consiste seulement à souhaiter naître dans la terre pure avec la foi dans le Bouddha Amida pour cause. Véhiculé par le pouvoir du vœu de ce Bouddha, on est aussitôt dans sa terre pure. Soutenu par le pouvoir du Bouddha, on entre aussitôt dans le groupe des fixés dans le vrai du grand véhicule. Les fixés dans le vrai correspondent à l'avivartaniya, l'irréversible. Pour prendre une comparaison, c'est délicieux, comme d'être véhiculé par voie d'eau sur un bateau. Donc il va comparer, hein, du coup, cette voie des saints, qui est comme marcher péniblement sur Terre, à la voie de la Terre pure, qui consiste à se faire, c'est comme si on se faisait transporter en bateau, hein, parce qu'on se base sur les vœux du Bouddha, on est véhiculé par le pouvoir des vœux du Bouddha, on est aussitôt dans la Terre pure, on atteint le groupe des fixés dans le vrai, tout ça se fait grâce aux forces du Bouddha. Et donc c'est comme être transporté par un bateau, on est transporté par les vœux du Bouddha. Donc dans cette citation de Nagarjuna et Tanluan, la voie du parcours difficile équivaut à la méthode de la voie des saints de Dao Cho, là il reboucle, hein, tandis que la voie du parcours facile équivaut à la méthode de la terre pure. Parcours difficile ou parcours facile, voie des saints ou terre pure, bien que la terminologie des citations diffère, le sens est le même. Donc à nouveau, il dit, regardez, c'est pas que Dao Cho, Tanluan le dit aussi, et Tanluan, quand il l'explique, il se base en plus sur un traité de Nagarjuna. Donc regardez, moi je drop name là, je balance des noms. Regardez là tous ces moines éminents qui effectivement ont bien parlé de cette séparation telle que moi, Ronen, je suis en train de le faire maintenant, cette séparation entre le parcours facile, enfin le parcours difficile et le parcours facile, entre la voie des saints et la voie de la terre pure. Voilà. Et Eponine qui disait d'ailleurs, Maître Tanluan était très sous-coté en Chine. C'est quand des Chinois l'ont redécouvert dans les sources japonaises qu'il a eu une plus grande reconnaissance. Maître Tanluan n'est même pas dans la liste des patriarches chinois de la Terre pure, alors que sans Maître Tanluan, pas de Maître Shandao. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est en redécouvrant, je crois, une stèle avec une citation de Tanluan que Dao Cho, dont on se parle tout à l'heure, s'est tourné vers la voie de la Terre pure et qui a ensuite enseigné à Shandao. Donc il y a vraiment quand même un lien qui est assez costaud entre tout le monde. Tanluan a une grande importance malgré tout, et c'est vrai qu'il a une importance absolument non négligeable dans le bouddhisme de la terre pure japonais. On le voit ici, hein, dès le début du traité de Ronen, on a déjà ici Tanluan qui est cité, quoi. Et il le dit, il en va de même chez Tiantai et Shiakai, il va falloir m'expliquer comment on prononce ce nom, cela doit être su. De même, la définition essentielle de la terre pure de l'Ouest de Chien dit « À y réfléchir respectueusement, Shakyamuni se manifesta à propos, et il profite largement à ceux qui en ont les affinités. Son enseignement se répand partout et fait tomber la pluie de la loi. Les êtres qui rencontrèrent personnellement les instructions du saint réalisèrent l'éveil en fonction des 3 véhicules. Mais ceux dont les mérites sont minimes et les affinités rares, il les exhorta à se tourner vers la terre pure. Cette action consiste pour eux à commémorer exclusivement Amida et à transférer toutes leurs racines de bien pour naître dans son royaume. En y passant au maximum toute leur vie actuelle, ou au minimum par 10 Nembutsu, au moment de la mort, ils iront certainement naître tous ensemble dans la terre pure, car le vœu primordial d'Amida promet de délivrer notre univers Sarah. En outre, la postface du même ouvrage dit « À la réflexion, nous vivons à la fin de la période de la loi copiée », donc c'est la loi qui est juste avant la loi, vraiment la période de la décadence complète de la loi, mais ça commence déjà avec le bazar, bien loin de la disparition du saint Shakyamuni. Même si nous avons reçu les 3 véhicules, il n'y a plus moyen de réaliser l'éveil. Les 2 destinées des hommes et des yeux sont agitées et privées de paix. Ceux dont la sagesse et la compassion seraient grandes pourraient supporter d'y rester longtemps. Mais notre conscience débile et notre pratique superficielle nous feront tous tomber dans des destinées obscures, des animaux, des esprits affamés et des enfers. C'est certain.
Nous devons absolument nous détourner de l'univers Sarah et tourner votre cœur vers le monde de pureté. Donc là, on rejoint le même argument, hein. On commence à être dans la période de la décadence de la loi. Enfin, là, c'est la loi copiée, c'est juste avant, mais ça commence à être chaud. Effectivement, on n'est plus capable de réaliser l'éveil par nous-mêmes. On va retomber dans les destinées mauvaises, donc il faut en sortir en se tournant vers la voie de la terre pure. Dans ces deux dernières citations de Tien, les trois véhicules correspondent à la méthode de la voie des saints, tandis que la terre pure désigne la méthode de la terre pure. Donc Ronen à chaque fois un reboucle sur sa propre classification. Trois véhicules ou terre pure, voie des saints ou terre pure, bien que la terminologie diffère, le sens est le même. L'étudiant de l'école de la terre pure doit absolument connaître ce principe en priorité, car même s'il a d'abord étudié la méthode de la voie des saints, celui dont l'aspiration se porte sur la méthode de la terre pure doit impérativement abandonner la voie des saints pour suivre la terre pure. Vous voyez ici hein, le côté assez exclusif de Ronen. Ronen, il dit vraiment, même si vous avez pratiqué dans la voie des saints, ce que Ronen a fait lui-même, hein, Ronen, ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est ce que lui-même a fait. Il dit voilà, même si vous avez étudié dans la méthode de la voie des saints, rendez-vous compte qu'elle n'est plus possible de nos jours, abandonnez-la et tournez-vous vers la méthode de la terre pure uniquement. Et pour ça, à nouveau, il va se baser sur des moines connus en disant, il n'y a pas que lui qui a fait ça, il n'y a pas que lui qui propose de se détourner de la voie des saints pour aller vers la terre pure, il y a des précédents. Prenons par exemple justement, prenons exemple sur le maître de la loi Tan Luan, qui abandonna ses conférences sur les 4 traités pour adopter uniquement la terre pure, et sur le maître en méditation Dao Cho, qui délaissa son immense travail sur le Sutra du Nirvana pour ne plus répandre que la pratique de la terre pure de l'Ouest. Ainsi en allait-il déjà des sages d'autrefois, comment nous autres, imbéciles de la décadence de la loi, ne les imiterions-nous pas? Parce que justement, hein, du coup, notamment Tan Luan, alors après, la datation des différentes périodes de la loi correcte, la loi copiée et la décadence sont un peu difficiles. Il y a plusieurs sutras, plusieurs textes, plusieurs traités qui donnent des dates un peu différentes. Mais en gros, Tan Luan, il dit, regardez, c'était déjà le cas de sages qui étaient avant nous. Ils ont déjà fait ça. Donc comment est-ce que nous, qui sommes encore plus avancés dans la décadence de la loi bouddhiste, comment est-ce on ne prendrait pas exemple sur ces moines imminents pour réaliser la même chose? Donc abandonner la voie des sages pour se tourner vers la voie de la terre pure. Et Éponine qui disait, c'est pas moi qui vais te donner des cours de prononciation, j'ai déjà des tatis chinoises de mon temple qui me tapent sur les doigts dès que je dis un mot en mandarin. Ah, c'est chaud. Ça, au fait, moi, autant la prononciation japonaise, ça va, mais alors c'est vrai que les prononciations chinoises, je sais pas du tout faire, j'ai pas appris. Compliqué. Imbécile de la décadence de la loi. Non, mais c'est ça. Comment nous autres, imbéciles de la décadence de la loi, ne les imiterions-nous pas? Imbéciles de la décadence. Comment je fais pour enlever ça? Ah Attends, hop, voilà. Ah, c'est cool, en fait, je peux mettre en lumière des trucs, c'est pas mal en vrai. Et donc, le dernier point qui va être abordé hein, dans ce chapitre 1, qui permet toujours à Ronen de justifier sa création d'une école, hein, après avoir expliqué qu'effectivement, la base sur laquelle il sépare les enseignements bouddhistes entre la voie des saints et la voie de la terre pure, eh bien, se base sur un historique, qu'il y a différents moines qui ont utilisé ce concept et ce mot d'école de la terre pure avant lui, donc il n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau, eh bien, il lui manque en fait un dernier élément important pour pouvoir créer une école, ou en tout cas justifier une école bouddhiste, eh bien, c'est la lignée. C'est-à-dire dire, regardez, ce n'est pas moi, Ronen, qui débarque comme un électron libre et qui crée quelque chose de moi-même. Je me base, en réalité, sur une lignée de moines qui ont déjà prêché les mêmes choses, et donc je ne suis que le maillon le plus au bout actuel de cette chaîne qui est bien avant moi. Donc je ne suis pas en train de créer quelque chose, je me base sur une lignée. Question. Donc justement, hein, c'est cette fameuse question qui va être posée. Les écoles de la tradition de la voie des saints ont chacune leur lignée magistrale, comme l'école Tendai avec sa lignée continue de Huyen, oh je vais prononcer des mots chinois, ça va être horrible, Huyen, Nanyue, Tiantai, machin, bon bref, j'avance, ou comme l'école Shingon avec sa lignée continue de Vairocana, Vajrasattva, Nagarjuna, Nagabodhi, Vajrabodhi, Amoga Vajra, etc. Chacune des autres écoles a aussi son canal de lignée. Mais l'école de la terre pure dont vous parlez a-t-elle aussi une généalogie du canal de la transmission du magistère? A-t-elle une lignée? Réponse, bien sûr. À l'instar des canaux de la tradition de la voie des saints, il y a aussi un canal dans l'école de la terre pure. Cependant, l'école de la terre pure diffère dans ses traditions. Donc il va même jusqu'à dire, en réalité, il n'y a même pas qu'une seule lignée. En réalité, il y a plusieurs lignées.
Moi, je vais en choisir une, mais il y en a même plusieurs. Donc, vous voyez, c'est pas moi qui invente des trucs. Les traditions du maître de la loi Huyan du Mont Lu, la tradition du maître S. 3 Corbeil Simin et la tradition de Dao Chou et Shandao. Ici, je me borderai à traiter du canal de la transmission du magistère en me fondant sur la seule tradition de Dao Chou et de Shandao, pour laquelle nous avons une double explication. Il y a deux lignées potentielles avec Shandao. Le maître des trois corbeilles Bodiruchi, le maître de la loi Huichong, Dao Chong, Tan Luan, le maître de méditation Dai Hai, le maître de la loi Fashang. Cette liste est mentionnée dans le recueil du bonheur paisible de Dao Chou. Donc là, en plus, il se dit, regardez, cette lignée, c'est même pas moi qui la sors, elle vient de Dao Chou. Mais il y en a une autre, qui est le maître des trois corbeilles Bodiruchi, le maître de la loi Tan Luan, le maître en méditation Dao Chou, le maître en méditation Shandao, le maître de la loi Huaigan et Shao Kan, le maître de la loi Shao Kang. Cette liste est compilée à partir de la biographie des Tang et de la biographie des Song. Donc, il va définir deux lignées potentielles qui justifient ces enseignements. À savoir que du coup, cette lignée est intéressante parce que Shinran n'aura pas exactement la même. Honen a sa lignée qu'il est en train de définir ici. Shinran, sa lignée sera un petit peu différente. Là, vous voyez celle de Honen. Eh bien, il y a un certain nombre d'éléments similaires dans la liste de Shinran, mais c'est pas exactement la même. On retrouve Tanluan, Dao Chou et Shandao, mais Shinran, lui, il va aussi installer dans la liste Nagarjuna et Vasubandhu. D'ailleurs, pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Ronen a parlé de Nagarjuna et Vasubandhu, mais c'est juste qu'il ne les met pas directement dans sa liste de transmission qui serait un peu indirect, parce qu'il n'y a pas eu de lien direct par rapport à Nagarjuna, Vasubandhu. Et ensuite, donc, il y a les fameux, justement, Tanluan, Dao Chou et Shandao, donc il garde les mêmes pour le côté chinois. Et ensuite, il va rajouter, du coup, Genshin, qui est un moine japonais, qui a écrit un traité sur la terre pure, et notamment les enfers, la naissance de la terre pure, etc. Qui s'appelle le Hojo Yoshu, et il va rajouter Honen. Donc en fait, Shinran, dans sa liste, il va garder les mêmes patriarches, trois des patriarches chinois ici, Tanluan, Dao Chou et Shandao, mais il va rajouter du coup deux patriarches indiens que sont Nagarjuna et Vasubandhu, et il va rajouter deux patriarches japonais que sont Genshin et Honen, ce qui va lui permettre en fait par ce move, Shinran, ça va lui permettre par ce move-là de montrer la transmission qui s'est faite de l'Inde à la Chine jusqu'au Japon. Donc montrer cette transmission dans le temps, mais aussi cette transmission spatiale qui va amener les enseignements de l'Inde jusqu'au Japon, par le biais du coup de 2 maîtres indiens, 3 maîtres chinois et 2 maîtres japonais. Voilà, petit move de Shinran. Ronen, voilà, c'est pas ce qu'il fait là. Il se base surtout sur des maîtres de Bodiuchi et ensuite des maîtres chinois. Voilà. Donc voilà pour ce premier chapitre. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Je trouve ça en tout cas plutôt. Moi, ce que j'apprécie, c'est il y a bien sûr il y a un côté lié aux enseignements, il y a un côté très très didactique, mais il y a surtout, c'est intéressant aussi d'un point de vue historique et pour comprendre, en comprenant un peu le contexte historique qu'il y a autour, le fait que du coup Ronen anticipe les critiques qui vont lui être mises justement, qui vont lui être opposées plus tard, en disant notamment cette critique de création d'une école, d'où il crée une école, Ronen avait déjà anticipé ces problèmes-là, en disant effectivement, voilà pourquoi j'estime que je peux créer une école. Donc il y a aussi un intérêt vraiment dans le contexte historique, et on voit vraiment que c'est un manifeste pour la création d'une nouvelle école. C'est vrai, et il marque vraiment la création d'une école, en disant, regardez, voilà pourquoi je crée une nouvelle école. Et ensuite, il va pouvoir décrire. Là, il dit voilà la justification pour ma création d'école. Et ensuite, le chapitre 2 qu'on va attaquer après, la semaine prochaine, c'est maintenant, quelle est la pratique de cette école-là? Maintenant qu'on a défini que j'avais le droit de créer cette école parce qu'elle était déjà existante, quelle est la pratique de cette école-là? Voilà. Et donc, je regarde ce que disait Éponine. En vrai, si l'on se réfère au sens et non à la lettre, comme nous le recommande le Bouddha, on se rend bien compte que la décadence de la loi n'a pas de date fixe. C'est avant tout un moyen adapté pour faire cogiter sur nos conditions actuelles et les outils et capacités que nous avons dans l'instant. Alors moi, c'est vrai que honnêtement, j'ai tendance à souvent interpréter la décadence de la loi sous ton angle-là. Je trouve que c'est un angle qui est intéressant parce que c'est sûr que cette idée de décadence de la loi, elle est intéressante aussi par le fait qu'elle montre que le bouddhisme applique l'impermanence à lui-même, ce que je trouve intéressant.
Mais après, quand on lit les descriptions de la décadence de la loi, bon oui, les calamités augmentent, toutes ces choses-là, mais en réalité, c'est pas forcément le cas. On sait qu'historiquement, c'est pas le cas. Si on applique en étant, d'une certaine façon objectif, les caractéristiques de cette décadence de la loi, en fait, on n'est pas plus dans la décadence qu'à un autre moment. Par contre, moi, je le trouve intéressant de l'appliquer en termes de est-ce qu'on se considère comme étant des personnes de la décadence de la loi, en fait? Est-ce que nos propres capacités sont celles de personnes qui sont réellement capables de nous libérer sans l'aide du Bouddha Amida? Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à rejoindre vraiment cette idée-là. Vraiment ce que tu dis là, hein, si on réfère au sens de la lettre, donc c'est ça, c'est avant tout un moyen adapté pour nous faire cogiter sur nos conditions actuelles et les outils et capacités que nous avons dans l'instant. Exactement, moi je pense vraiment pareil. Et je dis, en fait, c'est la question, c'est est-ce qu'on se considère nous-mêmes comme étant des personnes qui font partie de la décadence de la loi. D'ailleurs, je voudrais vous lire, il me semble que j'avais je suis très j'ai un truc bizarre, je suis très mauvais pour me rappeler de ce que j'ai écrit moi-même, mais il me semble que j'ai écrit un truc à ce sujet-là dans mon commentaire au Shoshinge. Attends, je vais juste regarder. Heu, tac. Juste regarder, il me semble bien que j'ai écrit un truc à ce sujet-là. Alors je sais plus si c'était dans mon commentaire au Shoshinge ou si c'était à l'époque où j'écrivais des textes quand j'étais en formation. Ah, il dit qu'il trouve pas ma peau, ça commence bien. Alors ouais, ça peut-être. Je regarde juste. Nanana, nanana. Voilà. En fait, c'est ce que j'avais écrit ici. Attendez, je vous partage ça. Hop. Donc voilà. Comme on a beaucoup parlé de décadence de la loi, hein, c'est intéressant d'en parler un peu là. À titre d'information, les 5 corruptions dont il est question dans cette stance, et qui sont, donc c'était la partie du Shoshinge que je commente ici, hein, et qui sont traditionnellement censées marquer la période de Mappo, donc de la décadence de la loi, sont l'apparition incessante de calamités, l'ignorance du principe de causalité, la prolifération des passions mauvaises, la dégénérescence du cœur et de l'esprit des êtres, la réduction de l'espérance de vie des êtres. Les êtres sont censés vivre de moins en moins longtemps. Et j'avais écrit, bien sûr, quand on lit ces 5 corruptions, il nous apparaît clairement qu'il y a eu des périodes dans l'histoire de l'humanité où elles étaient davantage présentes qu'à l'heure actuelle. Il suffit de se rappeler les périodes de la peste noire, de l'esclavage ou encore les guerres mondiales du siècle dernier pour s'en convaincre. On peut donc à juste titre en venir à douter de cette notion de Mappo, de décadence telle qu'elle est décrite dans les sutras. Du vivant de Shinran, cette théorie de Mappo n'était d'ailleurs pas acceptée par tous ses contemporains. Parmi ses opposants célèbres se trouvait notamment Dogen, le fondateur du Zen Soto, qui lui alors là n'avait rien à foutre de l'époque de Mappo, hein. En réponse, Shinran propose en parallèle à l'interprétation littérale de Mappo une interprétation subjective de ce concept. Ainsi, il explique dans un autre de ses poèmes, Hymne de la terre pure sur les âges de la loi correcte, de la loi formelle ou de la loi copiée et de la fin du dharma, nous pouvons penser que cet âge appartient à l'âge de la loi correcte, c'est-à-dire un peu comme faisait Dogen, hein. Mais au fond, de nous, les pires des êtres ignorants, il n'y a aucun cœur qui soit pur, juste et vrai. Comment pourrions-nous générer l'esprit d'éveil? Et Shinran dit également dans le chapitre 6 du Kyoyo Shinsho, plein de compassion et sans aucune discrimination, la vraie essence de la voie de la terre pure dirige tous les êtres mauvais et impurs vers l'éveil, peu importe qu'ils vivent à l'époque où le Bouddha était encore en ce monde, aux âges de la loi correcte, de la loi formelle ou de la fin du dharma, ou encore au moment où le dharma sera entièrement éteint. Ainsi, au final, l'important n'est pas de savoir si nous sommes réellement entrés dans l'âge de Mappo, ni même si ce concept est réel, mais plutôt de connaître notre propre cœur. En effet, la compassion du Bouddha Amida ne se limite pas à l'âge de la fin du Dharma, mais s'adresse en priorité aux êtres incapables de se libérer par eux-mêmes, peu importe l'époque à laquelle ils vivent. Donc voilà, ce qui rejoint vraiment le point d'Éponine, à mon avis. Voilà, donc je voulais vous partager ça aussi parce que du coup, pour moi, c'est vraiment cette interprétation-là qui est intéressante et qui, d'une certaine façon, hein, comme je vous l'ai lu, pardon, euh, est aussi justifiée par Shinran lui-même, hein, quand il dit nous pouvons penser que cet âge appartient à l'âge de la loi correcte. Donc on peut se dire oui, effectivement, en réalité, pour cette histoire de ma peau, on s'en fout un peu, mais au fond de nous, les pires des êtres ignorants, il n'y a aucun cœur qui soit pur, juste et vrai. Comment pourrions-nous générer l'esprit d'éveil? Donc là, ça rejoint vraiment à se dire c'est pas la question objective de savoir est-ce qu'on est vraiment dans ma peau. Bien sûr, c'est des éléments qui étaient importants, hein, notamment pour Dao Cho. Dao Cho, c'est vraiment important pour lui. Mais Shinra dit voilà, la question, c'est même pas vraiment ma peau, en fait. La question, c'est juste toi, vis-à-vis de toi-même, évalue-toi.
est-ce que tu fais partie des imbéciles que dont Roned a cité juste avant, hein? Est-ce que tu fais partie des imbéciles qui ne sont pas capables de se libérer par eux-mêmes? Et si oui, eh bien la voie de la terre pure, elle est ouverte à toi-même, peu importe, comme il disait dans le Kyokushincho, peu importe que tu sois à l'époque même où le Bouddha était présent, dans l'époque de la loi correcte, l'époque de la loi falsifiée ou l'époque de la loi formelle, et l'époque de la décadence, ou même quand il y a juste plus de loi bouddhiste, peu importe en fait. Reconnais ton propre cœur, et si tu penses que tu n'es pas capable de te libérer par toi-même, si tu es objectif vis-à-vis de toi-même, eh bien alors tourne-toi vers la voie de la terre pure. Ma peau, finalement, tu peux aussi l'appliquer d'une façon subjective. Voilà. Donc un point que je trouvais intéressant à soulever. Merci Éponine, hein, du coup, pour ton commentaire, effectivement. Parce que je suis d'accord, hein, ça peut être difficile pour pas mal de gens, se dire oui, bon, bah, ma peau, surtout quand on lit la description, on fait oui, bon, en vrai, on n'est pas si mal, hein. On n'est pas dans l'âge où il y a le plus de calamités vraiment, on n'est pas dans l'âge où, enfin, on sait que l'espérance de vie des gens augmente, donc si on est objectif par rapport aux critères, on les coche pas vraiment, en fait. Mais c'est pas ça qui est important. Voilà. Et Éponine qui disait, en Chine, il y a 2 écoles de la terre pure. L'école orthodoxe traditionnelle qui a défini 13 patriarches chinois, je suis dans cette lignée, ok, nickel. Et une école plus récente, dit pristine, oh waouh, qui ne considère comme patriarche que Shandao, Daocho et Tanwan, j'imagine. Ah ouais, Tanwan, Daocho et Shandao, que tu corrigeais après. Ah ouais. Et qui, du coup, est extrêmement similaire au Jōdoshu. C'est intéressant, hein, du coup, qu'il y a eu cette boucle un peu rétroactive en Chine de création d'écoles de la Terre pure, entre autres sous l'impulsion des écoles japonaises. C'est assez intéressant. Il y a eu ça a eu un rebouclage un peu. Ouais. L'école orthodoxe est celle rattachée aux autres qui acceptent les pratiques multiples comme le Chan, terre pure, alors que l'école pristine est rigoureusement exclusiviste. Ah oui, oui, je vois. Oui, oui, mais d'ailleurs, ils essayent un petit peu de propager à l'étranger aussi, hein, l'école pristine. Et effectivement, hein, dans leur, moi j'avais vu un document qu'ils font signer à leurs adhérents et vraiment ils s'engagent à ne pas suivre les, enfin à ne pas vénérer. Je crois, hein, je dis peut-être des conneries, mais je crois qu'ils s'engagent à ne pas prendre refuge dans les autres pratiques, vénérer uniquement Amida, etc. Enfin c'est très très fermé quoi. Et Dagda qui disait Dogen à part Zazen, lui. Ouais. Et Dagda qui dit après, on coche pas non plus les cases pour affirmer qu'on est encore dans la période de la loi correcte. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, que vous l'acceptiez ou pas comme une réalité objective, la question c'est du coup, est-ce que vous pouvez le considérer comme étant une réalité subjective. Et auquel cas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et dans tous les cas, Shinran, il dit, en vrai, c'est la voie de la terre pure, elle marche partout. C'est plus la question de se dire, est-ce que vous êtes capable de vous libérer par vous-même ou pas. Et si vous considérez que c'est pas le cas, eh bien la voie de la terre pure, elle est ouverte pour vous, quoi. Elle est dispo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'était un petit extrait, je me fais de la pub. Je me fais de la pub. C'était un petit extrait de mon commentaire au Shoshinge. Attendez, bougez pas. C'est le moment de l'auto-promo, même si la plupart d'entre vous l'ont déjà. Voilà, c'est tiré de mon commentaire au Shoshinge de Shinran, qui est en auto-édition. C'est un petit livre que j'ai auto-édité parce que personne voulait sortir un nouveau livre sur la Terre pure parce que ça se vend pas des masses. C'est un peu à perte. Donc voilà, c'est en fait le texte, un des textes principaux de Shinran. Le Shoshinge, c'est un poème de Shinran qui est récité tous les jours par les pratiquants du Jodo Shinshu. Il fait partie de la liturgie quotidienne. Et donc, je propose ici une traduction du Shoshinge avec un commentaire de chaque stance. Et ce qui est très intéressant avec le Shoshinge, c'est qu'en fait, c'est un très bon moyen d'aborder les enseignements de Shinran. C'est un résumé de ses enseignements. Et il commence notamment par eh bien, se baser sur le Grand Sutra. Donc, il explique vraiment les enseignements basés sur les sutras. Et ensuite, eh bien, il va détailler les enseignements principaux de chacun des 7 patriarches de la Terre pure, hein, qu'on a définis: Nagarjuna, Vasubandhu, Tanluan, Daocho, Shandao, Genshin, Ronen. Et donc à chaque fois, hein, il va faire quelques poèmes sur chacun de ces patriarches. Et donc derrière, dans le texte, moi, eh bien, je vous explique en fonction du poème, eh bien, quels sont les éléments doctrinaux importants qu'il faut en retirer et comment est-ce que Shinran intègre ça dans son propre système. Voilà. Et donc, si ça vous intéresse, je le mets ici. Je crois que j'ai fait un raccourci. Ouais, un raccourci livre, voilà, pour commander mon livre sur le Jodo Shinshu. Voilà. Il existe aussi en version PDF d'ailleurs, depuis peu. Voilà. C'était longtemps, auto-instant, auto-promo, hein, pourquoi pas, après tout. Je me suis bien amusé à l'écrire, donc autant en profiter. Et pour ceux qui, je me permets juste, pour ceux qui n'auraient pas l'argent
pour le payer, mais qui aimerait quand même le lire, il existe une version gratuite qui est un peu moins complète, tout simplement parce qu'en fait, à la base, hein, j'ai écrit ce texte comme une série d'articles. J'en écrivais un par semaine, en fait, un commentaire par semaine aux stances du Shoshinge, donc pour chacune des 30 stances. Et donc, ce document-là, eh bien, il est disponible. Alors, attendez, hop, je vais juste vous le mettre. Le premier, il est disponible sur mon site internet jodoshinshu.fr. Il est accessible gratos pour tout le monde. C'est juste une version un peu moins détaillée parce que voilà, comme je dis, je l'ai retravaillé quand j'ai écrit le livre. Je l'ai un peu complété, etc. Mais on va dire le gros du contenu est dispo sur mon site gratuitement. Je vous mets la première stance et après vous pouvez naviguer dans les stances suivantes. Voilà. Je trouve ça intéressant de vous le partager pour ceux qui voudraient le lire mais qui n'ont pas simplement l'argent pour l'acheter. Voilà. Nice. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires pour finir ce petit live? C'était très intéressant. Encore merci hein, pour tous vos subs. Vous m'avez rincé. Vous m'avez rincé. Vous avez, rien qu'avec vos subs là, vous avez remboursé mon, mon livre de Ronen, mon PDF de Ronen. Donc merci beaucoup.